Chaque année, les meilleurs éleveurs, en majorité amateurs et des particuliers, se rassemblent pour présenter leurs chiens lors du championnat de France des chiens de race. La Société Centrale Canine, Fédération Nationale, orchestre ce championnat. La Société Centrale Canine a pour mission, entre autres, de préserver et de contrôler la généalogie des chiens. Au parc d'exposition Paris-le-Bourget, 237 titres de meilleurs de race seront décernés par plus de 100 juges. Mais pour tous ces passionnés, c'est surtout l'occasion d'une rencontre conviviale. Le plus intéressant dans les expositions, c'est les gens qu'on aime bien autour qui partagent la même passion. S'il n'y avait pas ça, c'est pas la peine. On est éleveurs, amateurs, donc fait ça par passion. On court toute l'Europe pour faire des expositions. Ça représente du temps, de l'énergie, de l'investissement, puisque c'est pas rentable de toute manière. Bon, ça va parce que mon mari suit le mouvement et qu'il est passionné aussi. Il faut être deux, parce que sinon, c'est pas la peine. Il y a un nœud avant qu'on soit sur le ring, il y a toujours un peu l'angoisse, on regarde toujours un petit peu les concurrents, on essaye de voir, on connaît à peu près les chiens, puis on a l'œil, donc on sait à peu près qui peut être dangereux entre guillemets, quoi. Et puis, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sur le ring, il y a la tension, mais il n'y a plus le trac. C'est-à-dire qu'on est là pour faire ce qu'il faut. Et puis après, advienne que pourra, mais au moins comme ça, on n'a pas de regrets. Au Bourget cette année, Nathalie Touretta-Lafont finira deuxième au meilleur de race. Donc c'est le genre de chien qu'on peut emmener de partout, qui a du tempérament, mais bien éduqué, on en fait ce qu'on veut. C'était des petits chiens sacrés au Tibet, donc élevés par dans les monastères, par les moines. Donc c'est vraiment particulier. Mais on ne peut évoquer le Lhasa Apso sans faire un tour du côté de son pays d'origine. Au Tibet, il y a toujours eu des chiens. 3500 ans avant Jésus-Christ avancent les spécialistes. D'autres estiment qu'ils descendent en 3e position du Thomarcus, l'ancêtre de tous les chiens qui vivaient il y a 15 millions d'années. Ceux-ci, bien entendu, n'ont plus aucune ressemblance avec leurs ancêtres. On dénombre aujourd'hui 4 principales races du petit chien tibétain que nous, Européens, avons mis beaucoup de temps à découvrir. Les chiens tibétains ont été inconnus en Occident pendant des siècles et des siècles. D'ailleurs, le premier chien tibétain connu et introduit en Europe, c'était en 1920 par une Anglaise qui a voyagé en Inde, qui a eu, d'une certaine manière, comment je ne sais pas, mais un chien tibétain, un Lhasa Apso poilu, qui était magnifique, qui est très beau déjà esthétiquement, un chien tibétain très beau. Il est petit, il est facile à soigner, et il est très attirant, très attachant, et aussi il était très rare. Sur cette photo, les 5 premiers Lhasa Apso ramenés en Angleterre, en 1918 par Mrs. Bailey. Ils sont à l'origine de l'implantation de ce chien en Occident. Depuis, c'est la race tibétaine la plus représentée en France. La première partie du nom, Lhasa, fait référence à la capitale du Tibet. La seconde, Apso, désigne son poil long. Le championnat de France du Bourget, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de montrer leur talent. Sur le ring central, ils doivent présenter un chien qu'ils ne connaissent pas. C'est le concours des jeunes présentateurs. Un concours de jeunes présentateurs, ça se juge pas sur la qualité des chiens, mais sur la mise en valeur de chaque race. Donc le jeune doit impérativement connaître le chien qu'il a en bout de laisse. Ce que je recherche, c'est le jeune qui arrive à mettre un chien bien en évidence et qui ne se laisse jamais piéger aux allures. En fait, je présente toutes les races parce que je voudrais bien être éleveuse plus tard et présenter les chiens de ma mère. Mes parents, ils sont quand même gentils parce qu'ils me laissent faire tout, quoi. Et puis... Mais je sais que si je travaille pas bien à l'école, ça, j'arrête. À la fin, même pour les deux, quand j'ai fait changer les chiens, la plus grande des deux s'est un peu désunie avec le husky qui a été un peu difficile à maîtriser. Et je pardonne plus difficilement à une adulte, presque adulte, de se laisser emporter par un petit chien, alors que la petite a été toujours maîtresse de son grand afghan. C'est très bien joué. Là, pour l'instant, elle a pris ses 6 points dans sa catégorie. Et on verra à la finale si elle gagne ses 2 points en plus. Ouais, je croise les doigts, parce que... Ces jeunes présentateurs deviendront peut-être demain l'élite des professionnels de la cynophilie. Eux-mêmes professionnels avertis, Marie-Noël et Bernard Chauveau présentent au concours leurs Golden Retrievers.
Alors, cette chienne s'appelle Out of the World of Glen Shellac, donc elle vient de notre élevage. C'est la chienne qui a gagné le plus en France en 2001. Donc on a un produit de notre élevage qui est capable de gagner et d'être champion dans plusieurs pays d'Europe et d'être classé en travail au plus haut niveau. Inch'Allah. Ce chien s'en sortira avec les honneurs en ramassant un premier excellent classe champion. Même si on l'expose aujourd'hui, c'est des chiens qui sont destinés à la compagnie bien sûr, mais avant toute chose à la chasse. Et c'est la chasse qui justement et la disponibilité du chien à la chasse qui montre ses qualités. Et donc en fonction de ces qualités-là, on fait des exercices. Mais les exercices de base, c'est toujours un chien qu'on fait asseoir, auquel on jette un petit apportable, c'est un objet en tissu ou une balle, à une certaine distance pour voir sa réceptivité, la façon dont il marque l'objet, l'endroit précis et sa façon d'exécuter le rapport. Soit il revient bien, et à ce moment-là, il n'y a pas un gros travail à faire, soit il ne revient pas, et là il faut déjà lui apprendre à nous le rapporter. Ça, ce sont les bases qu'il faut obligatoirement avoir avec tous les chiens au départ. Dès 4 mois, on commence à faire certains exercices de rapport, pour voir si le chien d'abord aime ça, la façon dont il le fait, voir s'il va être vraiment un chien doué ou un chien médiocre. Et on teste en même temps son caractère. L'exemple de ces Golden Retrievers montre bien comment le travail d'éducation, de sélection et d'amélioration des races permet aux chiens de race de se spécialiser, d'atteindre une utilité sociale. Il devient alors un chien au service de l'homme. Dans les allées du Bourget, nous rencontrons une équipe de maîtres chiens d'avalanche de la Plagne. La monitrice de ces chiens s'appelle Maryse Pétavin. Le berger allemand, comme vous voyez ici, est pour nous, professionnels à la montagne, le chien que nous utilisons essentiellement en tant que chien d'avalanche. Simplement parce que c'est pour nous, par expérience, le chien qui a le plus d'aptitude à travailler dans un milieu qui est difficile, qui est la montagne, et surtout un milieu enneigé. Il est endurant, il est résistant, il est surtout très réceptif à l'éducation que son maître va lui donner pour chercher pendant quelquefois très longtemps une personne ensevelie sous la neige. Explication grandeur nature avec le service de secours en montagne de la Gendarmerie nationale. Le scénario est connu de tous en montagne. Le soleil après une chute de neige importante, un skieur hors piste sur un champ de poudreuse et l'avalanche qui se déclenche en emportant tout sur son passage. Aussitôt, l'hélicoptère de la gendarmerie décolle avec à son bord sauveteurs et chiens d'avalanche. Objectif, repérer et retrouver les victimes ensevelies sous la neige le plus rapidement possible. En effet, chaque minute qui passe peut être fatale aux blessés comprimés par la neige. Alors, maître et chien entament une véritable course contre la montre. Montgenèvre, 9h du matin. Durant 3 semaines, les chiens d'avalanche suivent ici un stage de formation pour obtenir leur qualification, ce qui leur permettra d'intervenir en situation réelle. Premier exercice, un homme se glisse dans un trou que l'on recouvre aussitôt de neige pour recréer les conditions d'une avalanche. Seule l'odeur humaine qui traverse l'épaisse couche blanche va guider le chien dans sa recherche. Démonstration. Tout de suite, il fonce vers le premier trou vide, pas d'hésitation, il en ressort aussitôt et va ratisser en quelque sorte la zone critique, sans arrêt guidé par son maître, lui-même conseillé au talkie-walkie par le responsable du stage. Vas-y, monte comme ça, monte comme ça, monte comme ça. Laisse-lui faire le tour, monte comme ça, monte comme ça. Voilà, piétine sur place même. Après quelques minutes seulement, l'objectif est atteint. Guidé uniquement par son flair, le chien localise la victime, sans grande hésitation. Cela se passera exactement de cette façon sur un champ de neige d'avalanche. Comme le berger allemand, le labrador a aussi une utilité sociale comme chien guide d'aveugle. Stéphanie Friteau a accepté que nous la suivions lors de sa visite au Bourget. Eh bien, au début, je suis allée plusieurs fois à l'école pour voir différents chiens, et puis je l'ai choisi. Et puis je l'ai prise 2 week-ends à la maison pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, devant la porte. Et puis après, on a fait un stage de remise qui dure 3 semaines en 2 étapes, 15 jours à l'école et 1 semaine à domicile. Là c'est vraiment le monde, un environnement que je ne connais pas, ni le chien. Donc c'est vraiment... faut arriver à se concentrer en fait.
La difficulté, c'est que déjà, il y a les personnes à éviter, il y a les obstacles, il y a mes informations qui ne sont pas forcément bien ciblées parce que je ne connais pas bien l'endroit, à gauche. Et il y a les chiens, c'est quand même un facteur important. À gauche, allez, va. Devant. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le chien pour marcher, ça me permet d'avoir une certaine aisance. Et puis, je suis beaucoup plus rapide dans mes déplacements. Autre grand chien au service de l'homme, le Terre-Neuve doit son nom à une île du Canada dont il est issu et où il s'est développé il y a au moins 500 ans comme chien de marin ou chien de trait. En revanche, mystère sur ses ascendants. Personne n'est d'accord tant son évolution au cours des siècles a été importante, mais tous se retrouvent pour dire que les croisements et la sélection ont produit un chien exceptionnel. La qualité du Terre-Neuve avant tout, c'est sa morphologie, sa puissance. Ça doit être un chien compact. La palmure, en fait, on dit que le Terre-Neuve a les pattes palmées, c'est un peu faux. Vrai et faux parce que vous avez ici la palmure, comme vous voyez, mais tous les chiens ont des palmures. Les caniches, les lévriers ont les doigts palmés. Ce qui fait sa caractéristique, c'est qu'il a beaucoup d'ossature et une patte très large. Ce qui fait que dans l'eau, ça s'écarte et ça lui permet une propulsion très importante. Ce poil, vous pouvez le mouiller, lui mettre 1 litre d'eau là sur le dos. Et en fin de compte, vous regarderez en dessous, il ne sera pas mouillé du tout. Avec de tels atouts de nageur, le Terre-Neuve a toujours été l'ami des marins. Il embarquait sur les morutiers et n'hésitait pas à plonger pour secourir un pêcheur, d'où son surnom de Saint-Bernard-des-Eaux. Nausicaa, qui porte le même nom que celui qui sauva Ulysse dans l'Odyssée, aimerait en faire autant avec son maître. Détaché de la gendarmerie, il surveille l'été la plage de Cinca dans les Côtes d'Armor. Il aimerait être autorisé à utiliser Nausicaa comme auxiliaire de sauvetage pour être encore plus efficace. Pour le démontrer, il a simulé une intervention classique. Et le petit plus du chien là dans ce cadre d'intervention, c'est que le maître nageur était seul, le chien a servi à remorquer la victime et le maître nageur a pu faire sur la victime un bilan et ensuite, donc suivant l'état de la victime, faire du bouche à bouche ou l'associer avec un massage cardiaque externe. Bref, s'occuper de la victime, alors que seul, il aurait été essoufflé, il aurait dû attendre le renfort de ses camarades. Retour sur le championnat de France des chiens de race. Madame Pellissier préside énergiquement le club français des fox terriers. C'est toujours le même problème avant de commencer. Quel est le numéro du chien? Et rien que ça, déjà, c'est déjà compliqué. Alors, 27-32, c'est rigolo. Je vois que le chien est bien, que le chien est détendu. C'est un jeune chien. C'est sa première exposition officielle. Il est juste sorti à la nationale d'élevage. Là, il sort pour la première fois. Eh bien, le tout, c'est de savoir rester calme pour que votre stress ne gagne pas le chien. Car c'est une compétition et toute compétition se gagne dans le calme. Donc, restons calmes et mon chien sera calme. Le calme, c'est pourtant le cadre de vie habituel de Guylaine Pellissier. À Jemage, dans la campagne normande, Guylaine Pellissier cultive sa passion pour les fox terriers, tandis que son mari s'occupe de ses chevaux. Autant de passion affichée bien haut sur la ferme. Comment voulez-vous que je vive sans Fox? De toute façon, je ne sais pas vivre sans Fox. Je vais à Paris avec mes Fox sans laisse. Ils vivent avec moi. C'est sûr que dans mon salon, j'ai pas un divan neuf et des fauteuils neufs, mais je préfère avoir un bon plaid sur tout ça et avoir mes Fox qu'avoir un joli divan en cuir. Question champion, Guylaine Pellissier s'y connaît. Ses Fox, membres de la famille et libres du matin au soir, collectionnent les médailles.
Un animal est beau là où il est heureux. Si son maître est pêcheur, il pêchera avec son maître et il sera beau parce qu'il regardera la canne à pêche ou il ira lui chercher les poissons. S'il est concierge, il sera beau parce qu'il gardera la loge de la concierge. S'il est médecin, il gardera sa voiture et c'est un salaire idiot, mais un phoque, ça partage votre vie, quelle qu'elle soit. De chair, de bronze, de plâtre ou en peinture, ici les animaux sont chez eux. Ce pourrait être une fable. La ferme de Guilhem et Michel Pellissier s'appelle La Fontaine. Au Bourget, cette année, Guilhem Pellissier obtiendra le titre de meilleur de race pour ce Fox, appelé Max. Meilleur de race, au jour d'aujourd'hui, c'est donc Roxway Ferronoff, dit Max, avec des notes très spectaculaires, dont surtout une dentition avec une occlusion parfaite. Je vous remercie et j'espère vous revoir dans le ring d'honneur ce soir. Autre vainqueur, cet épagnol de Pont-de-Mer, dont la race a pourtant failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. La Société Centrale Canine participe activement à la création d'un conservatoire de races rares pour l'observation de l'épagnol de Pont-de-Mer, du Braque Saint-Germain et de quelques autres races françaises anciennes. Yannick Mollès, propriétaire de ce Pont-de-Mer, fait partie de ces quelques passionnés qui s'attachent à faire renaître cette race. Gagner ici, promouvoir sa race aujourd'hui au Bourget, c'est vraiment l'apothéose. On va dire que c'est une fin en soi et un début de plein d'autres trucs. Je suis éleveur et dresseur amateur. Et bon, c'est une race à faible effectif pour lesquelles on a beaucoup de mal à trouver des professionnels et à les convaincre d'aller de l'avant avec nous. Mais c'est pourtant une race qui mériterait d'être mieux connue et d'être mieux promue. Et c'est aussi une des raisons de ma présence ici, quoi. C'est un chien qui, à l'origine, était conçu pour aller travailler dans les terrains marécageux. Donc il avait, de par ce fait, une polyvalence qui était appréciée des chasseurs et des connaisseurs. C'est un chien qui travaillait à terre, qui travaillait très bien au rapport, qui allait à l'eau et qui était particulièrement broussailleur, très vaillant, d'un comportement chasseur très ardu. Mais le véritable terroir du Pont-de-Mer, c'est le Marais Vernier. C'est dans ce terrain difficile pour la chasse, situé près de l'embouchure de la Seine, que ce chien peut donner toute sa mesure. Tous les chiens ne sont pas adaptés par leur taille ou leur poil au terrain difficile. Le Pont-de-Mer a la chance d'avoir toutes ces qualités. Il est tout à fait à l'aise ici. Il est à l'aise aussi comme broussailleur ou comme chien de plaine, mais il trouve beaucoup plus de plaisir dans le marais, ça c'est certain. C'est un chien tout-terrain. Il est agréable parce que on a toujours en général le gibier à portée de fusil et bon, c'est un peu l'intérêt du chasseur d'avoir un chien qui lève du gibier et qui arrête du gibier à portée. Parmi les races rares françaises, certaines sont faites pour la chasse, mais d'autres pour le travail de troupeau. Daniel Schwartz est juge de la Société Centrale Canine depuis plusieurs années. Sa spécialité, les races bergères françaises. Au Bourget cette année, il juge les bergers des Pyrénées. Voilà. La morphologie est adaptée à son travail initial dans les Pyrénées par la partie basse du membre postérieur suffisamment coudé. Et c'est cet appui avec un jarret coudé qui permet au berger des Pyrénées, dans des sols accidentés dans les Pyrénées, qui est bien sûr son pays d'origine, de garder des positions d'équilibre. Autre race bergère française, le berger picard. Aujourd'hui encore très rare, seulement 26 sujets de la race ont été jugés au Bourget. Auprès du berger, dans son travail quotidien, le berger picard présente certaines particularités. Reste derrière, reste derrière. Son petit défaut, c'est d'avoir un peu de dents. C'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Donc, les agriculteurs, je pense, se sont rendus compte très vite et l'ont utilisé davantage pour la conduite sur bovin que sur ovin. Les races de bergers français, qui sont au nombre de 4, je vous les rappelle, le berger picard, le berger de Beauce, le berger de Brie et le berger des Pyrénées, ont connu bien sûr des vicissitudes ces dernières années concernant la conduite sur troupeau pour une bonne raison, c'est qu'est arrivée en France une race qui est le Border Collie, qui est une race britannique de grande et d'extrême grande qualité au niveau d'utilisation. Et la complémentarité entre le Border Collie et ces races françaises devient de plus en plus courante dans les exploitations.
Exemple sur le terrain avec Étienne Cerclera. Le Causse du Larzac, au sud du Massif central. 1000 km² d'espace vallonné où les amoureux de la nature peuvent véritablement s'épanouir. Alors, c'est tout naturellement qu'Étienne Cerclera s'est installé ici il y a 5 ans avec son épouse et ses animaux, ses compagnons, comme il les appelle. Allez. Berger dans l'âme, sa vie est intimement liée à celle de ses brebis, ses canards et bien sûr de ses chiens. Je suis venu ici parce que je pouvais y vivre avec les chiens et continuer à développer notre passion avec les chiens et avoir la possibilité de se faire des balades ensemble à cheval. Mais Étienne Cerclera n'oublie pas son métier de berger. À cheval ou à pied, il aime guider ses 13 chiens et les voir au contact de ses brebis. Viens ici, viens. Allez. Aujourd'hui, outre Foule, son border collie qui travaille minutieusement le troupeau et pour qui il a une tendresse particulière. Elle est jolie, Foule, elle est jolie. C'est bien, Foule, c'est bien. Étienne Cerclera apprécie aussi les bergers des Pyrénées. Allez, India, allez hop. India, véritable chien de troupeau malgré sa petite taille, le remplit de joie. J'ai toujours aimé le berger des Pyrénées pour son côté de travail au quotidien. Chien efficace, tenace, qui ira jusqu'au bout de son travail. Et en même temps, un chien très agréable à vivre, une vraie présence, un compagnon pour le jeu. C'est un vrai complice et un vrai associé de travail. Retour au Bourget pour le championnat. Guilhem Pellissier et son Fox, classés meilleurs de race, vont maintenant affronter sur le ring d'honneur les autres meilleurs de race pour le titre de meilleur de groupe. Il y a beaucoup de bons chiens, alors on ne peut pas faire de pronostic. Moi, de toute façon, j'ai gagné tout ce que je voulais gagner aujourd'hui. C'est à marquer dans les annales, avec une médaille d'or. Fox Terrier, poil lisse. Fois. On gagnera la prochaine fois. Sur le ring central, les choses s'accélèrent. Céline, la jeune présentatrice, remporte à nouveau le concours. Elle a désormais toutes les chances de représenter la France au Mondial des jeunes présentateurs qui se déroulera en Angleterre en 2002. J'espère être sélectionnée, mais il ne faut pas avoir encore trop la grosse tête. Tant pis si je perds, c'est normal. C'est tous des grandes de 22, 23 ans et puis je pourrais pas les battre, quoi. Je pourrais peut-être pas les battre. Faut pas que j'ai la grosse tête avec ça, en fait. Après 3 jours, plus de 15 heures de jugement, plusieurs centaines de titres décernés, arrive enfin le moment que chaque participant rêve de vivre, la désignation du plus beau chien de France parmi les 6000 présentés. Sur le ring d'honneur, 10 chiens en présence, chacun vainqueur de son groupe de race. Commandor, Dog allemand, Scottish Terrier, Caniche poil dur, Chocho, Grand Basset Griffon Vendéen, Drattard, Cocker anglais, Caniche, Lévrier irlandais. Un juge, M. Striby, va faire son choix. La responsabilité est immense, décerner le titre suprême. Et c'est un chien de berger venu de Hongrie, le Commodore, qui est sacré meilleur chien de l'exposition. Le deuxième prix revenant au lévrier irlandais et le troisième au Chocho. Le public qui se rend au Bourget, qu'est-ce qu'il découvre? Eh bien, il découvre 260 races, il rencontre des milieux d'éleveurs et des milieux de possibilités d'utilisation du chien. 260 races, ça veut dire des utilisations différentes. Aujourd'hui, nous avons jugé la morphologie, mais tous ces chiens sont faits pour faire quelque chose dans la vie, ont été faits pour faire quelque chose. Donc, la protection, l'utilisation et aujourd'hui la compagnie, bien sûr.